Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Merci de nous préférer sur la 89.5. Merci de nous regarder à la télé sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal Plus et Star Times, sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Média. Vous pourrez être en contact avec l'ensemble de nos programmes. Au menu de ce matin, quel avenir pour la presse guinéenne? À Conakry s'ouvre ce lundi le Forum national sur l'avenir de la presse guinéenne, une initiative de la Haute Autorité et de la Communication. Pendant 3 jours, journalistes, responsables de médias, partenaires internationaux et institutions venues du Mali, du Maroc, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire vont se pencher sur les grandes problématiques du secteur. Objectif, faire un diagnostic réaliste du paysage médiatique guinéen en identifiant ses faiblesses, ses défis, mais aussi ses opportunités. Une rencontre pour réfléchir ensemble à des pistes de solutions. Nous serons en direct dans un instant avec notre équipe présente sur les lieux. L'excellence guinéenne récompensée à l'international. La Guinée remporte le célèbre concours international de dictée Paul Gérin-Lajoie, organisé au Canada. Une première place décrochée par Mohamed Traoré, élève de l'école Les Écureuils, et une 3e place obtenue par Fatoumata Bari de l'école La Lumière. Une performance exceptionnelle, d'autant plus qu'ils ont été choisis parmi 140 000 élèves à travers le pays pour représenter la Guinée. C'est une victoire qui vient saluer le travail des enseignants, des encadrants et de l'ensemble du système éducatif guinéen. Retour sur ce succès dans cette émission. Le scanner. Tension politique au Tchad. L'opposant Succès Masra, ancien premier ministre et président du parti Les Transformateurs, a été arrêté ce vendredi 16 mai à l'aube à son domicile de N'Djamena par les forces de sécurité. Il est accusé par le procureur de la République d'incitation à la haine et à la révolte en lien avec des affrontements meurtriers survenus en mars dernier à Makandao dans le Logone occidental. Le bilan fait état d'au moins 41 morts. 41 morts. Son parti dénonce une arrestation violente survenue avant l'heure légale à 5h56 du matin. Quelle lecture politique donner à cette interpellation? Nous serons en direct avec Dr Tongem Nyagor Ngar, si j'arrive à le prononcer bien, secrétaire général du parti Les Transformateurs. Enfin, trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis le 14 mai dernier, les deux premières puissances économiques mondiales ont décidé d'un moratoire de 90 jours sur toute nouvelle hausse de droits de douane, une mesure temporaire mais saluée par les marchés mondiaux. Cette détente ouvre une nouvelle phase dans les relations économiques sino-américaines. Mais à quelles conditions et quel impact pour l'économie mondiale et pour les pays en développement? L'analyse de M. Abdourahmane Diallo. Il est économiste, stratège en géoéconomie et diplomate économique basé à Wall Street. C'est dans la dernière partie de cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous écouter partout en Guinée, partout à Conakry. Merci d'être fidèles à nos programmes. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin pour plus d'une heure de débat ici en studio et sur ce plateau. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mamadou Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le monde. Mamadou Dian, je reste avec toi alors que le paysage médiatique guinéen traverse une période de mutation. Un forum national sur l'avenir de la presse est ouvert ce lundi à Conakry. Pendant 3 jours, journalistes, éditeurs et experts venus de plusieurs pays africains, il faut le signaler, vont réfléchir ensemble à l'avenir du secteur. Manque de financement, formation, indépendance éditoriale surtout. Tous les sujets sont sur la table, Mamadou Dian. Oui, c'est parti pour ce matin du lundi 19 mai 2025. On le disait tantôt dans cette même émission.
La Guinée va accueillir un forum international sur l'avenir de la presse en Guinée. Il s'agira de réfléchir sur des questions préoccupantes de la presse guinéenne aujourd'hui. Donc, le forum réunira entre autres pays de la sous-région, notamment le Maroc, vous avez dit la Côte d'Ivoire, un peu le Mali. Donc, les responsables des hautes autorités de la communication de ces pays-là vont être ici en République de Guinée, plus des experts pour réfléchir sur des questions préoccupantes, comme je viens de le dire, de la presse guinéenne et trouver des solutions. Des recommandations vont sortir certainement de cette assise. Donc, entre autres, nous disait même le président de la haute autorité de la communication, j'y arrive, de la Guinée, Boubacar Yassine, qui était notre invité la semaine dernière. Ce forum vise non seulement à diagnostiquer aujourd'hui le secteur de la presse guinéenne et trouver notamment des solutions. Il y a assez de préoccupations aujourd'hui, assez de sujets qui mènent aujourd'hui la presse guinéenne, entre autres fermeture de certains médias. Donc ça sera sur la table de la convention collective. Effectivement. Et pourquoi pas un organe d'autorégulation, le GAM, suggéré par les associations de presse. Exactement. Donc voici entre autres préoccupations de ce forum. Donc on espère quand même qu'il y aura des recommandations de bonne forme qui seront prises en compte également. Alors, on parlait de cette transition ou de cette mutation numérique aussi que traverse notamment la presse écrite aussi. Donc, ça sera une autre préoccupation, une autre question qui sera certainement sur la table lors de cette assise, Abdallah. Ouais, très important, il faut le dire. De ce côté, nous allons prendre la direction de ce forum où nous attend notre équipe sur place. Ansou Baïlo Baldé, chef d'édition du journal télé à Kavi Média. Bonjour Ansou. Abdallah, bonjour. Merci. Vous êtes déjà sur place du côté de ce forum organisé, initié par la Haute Autorité de la Communication. Forum sur l'avenir de la presse guinéenne. Dites-nous quelle est l'ambiance à l'ouverture de ce forum. Vous y êtes déjà. Bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs de Kavi Média. Bonjour à tous. Oui, nous sommes déjà sur place, nous sommes dans la salle et vous conviendrez avec moi que les préparatifs en tout cas vont bon train et les gens sont en train d'être installés sur leur place. Et c'est pas encore comme la cérémonie proprement dite n'a pas encore commencé, mais les participants et organisateurs se préparent. En tout cas, les participants sont en train d'être installés sur les places. Les gens viennent petit à petit. Et on attend en tout cas la délégation officielle pour commencer les choses comme il est prévu. En tout cas, beaucoup de figures de la presse guinéenne sont présentes dans la salle pour en tout cas pour cette rencontre de grande envergure. Bien, oui, Jean. Oui, je voulais savoir s'il y a eu des officiels, mais je crois qu'il a déjà répondu à la question. Alors, au-delà des officiels qui sont attendus, est-ce que vous avez remarqué quelques peut-être personnalités aussi de la presse guinéenne? Oui, comme Elhaj Bouya Fofana de la Haute Autorité de la Communication, l'institution organisatrice de cet événement, et le président de l'UTLB Aboubakar Kamara, également président du conseil d'administration de la Maison de la Presse, et beaucoup d'autres, en tout cas Ibrahim Traoré de l'Aquitaine, Amadou Sam Kamara de l'Aquitaine également, et d'autres en tout cas figures emblématiques de la presse guinéenne sont là, et je pourrais passer certains, peut-être pour planter un peu le décor, surtout les autorités de la HAC qui organisent cet événement, pour nous parler un peu, en tout cas, de cet événement. Alors, Je vais passer Elhaj Bouya, peut-être parler un peu. Allez-y. Elhaj Bouya, bonjour. Vous êtes sur Kavi Média, et Kavi TV, Kavi Radio, et nous sommes en direct et plantez un peu le décor de cet événement. Vous êtes organisateur de cet événement de grande envergure pour l'avenir de la presse guinéenne. Comme vous le dites, effectivement, le forum sur l'avenir de la presse en République de Guinée, c'est une initiative de la Haute Autorité de la Communication avec tout ce que nous avons constaté sur le terrain, les dérapages, les fermetures, les défauchages, les sanctions. Nous nous sommes dit qu'il est temps de se retrouver entre professionnels, de discuter de cette profession, de ce métier, afin de jeter les bases sûres
pour l'exercice au niveau de notre pays. Donc, pratiquement, c'est toute la presse nationale qui va se retrouver aujourd'hui ici à l'hôtel Kamayen, sous naturellement l'égide du gouvernement guinéen. Et il y aura près de 5 panels qui vont être repartis pratiquement sur les 3 jours de discussion que nous avons. Il y a des invités sous-régionaux qui sont venus. Par exemple, le président de la HACA Côte d'Ivoire, le président de la HAC Mali, il y a le président de la régulation du Sénégal, il y a la présidente de la HACA Maroc. Donc, voyez-vous que tous ces invités vont naturellement participer au débat, aux discussions, aux échanges, pour qu'on ait des recommandations qui puissent nous permettre de mieux fonctionner dans l'avenir. Voilà. Oui, vous convenez avec nous, oui, il y a des personnalités du pays, de grandes personnalités qui sont en tout cas annoncées. Le président en tout cas du CNT, le Premier ministre qui va présider cette rencontre, le ministre secrétaire général à la présidence, et le haut commandant de la gendarmerie, et la gouverneure de Conakry, ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation, et le haut commissariat des droits de l'homme, le procureur général de la cour d'appel de Conakry, et en tout cas beaucoup, le ministre de la justice, le président de la HAC, et en tout cas beaucoup, comme l'ASBA vient de le dire, et d'autres personnalités des pays de la sous-région sont également annoncées. En tout cas, nous sommes dans la salle et les préparatifs. Oui, Ansou, peut-être pour vous interrompre, vous avez notifié tout à l'heure la présence du président de l'URTELGI, par ailleurs président du conseil d'administration de la maison de la presse de Guinée. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir sa réaction à chaud? Oui, je viens vers lui. Il est là, M. Abouakar Kamara, le président de l'UTLG également, et président du conseil d'administration de la maison de la presse. Monsieur le président, bonjour, vous êtes en direct de Kavi Média, et vous êtes présent dans la salle où se tient cet événement pour parler de l'avenir de la presse guinéenne. Et vous êtes avec des figures de la presse guinéenne, et c'est sur l'avenir de la presse. On vous passe d'abord la parole pour peut-être nous en parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes ici dans cette salle où d'un moment à l'autre, le forum va commencer. Et comme on le disait, ce forum est une avance qu'on a voulu donner à ce qu'on a appelé l'organisation prochaine des États généraux de la presse guinéenne. Donc, c'est pour dire combien de fois ce forum est important. Vous avez aussi vu toute la brochette en termes de personnalité de la presse de la sous-région qu'on a pu faire venir du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali. Donc, toutes ces personnes viendront aujourd'hui pour essayer de partager leur expérience de la pratique de la profession dans notre pays, mais aussi au-delà de ces personnalités du monde de la presse dans la sous-région, vous avez les autorités, les hautes autorités guinéennes. Vous avez le président du Conseil national de la transition qui est attendu ici dans cette salle, à travers lequel d'ailleurs nous allons profiter pour soumettre justement cette idée concernant, si vous voulez, la révision prochaine de la loi L002 sur la liberté de la presse, qui a dépénalisé partiellement les délits de presse et dont l'utilisation pendant plus de 10 années nous a permis justement de connaître certaines failles qu'on peut corriger. Mais aussi, vous avez d'autres personnalités du monde de la presse en Guinée aussi qui vont être là pour partager l'expérience parce que nous sommes face à plusieurs réalités, notamment du monde des médias, mais aussi sur le plan national même en termes de développement, quelle doit être aujourd'hui l'attitude de la presse concernant justement l'organisation prochaine du référendum, mais aussi les autres échéances électorales, notamment la présidentielle et les législatives. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la presse est en train d'être recentrée encore dans l'activité centrale de l'évolution positive de notre pays. Donc, nous ne pouvons pas rester sans nous investir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, passant par les associations de presse, les organisations professionnelles de presse, la maison de la presse,
tout le monde est là autour justement de ce forum pour essayer ensemble de parler des contours et les pourtours de l'évolution et l'image qu'on veut justement imprimer à la presse guinéenne. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire par là que nous nous acheminons vers la révision de cette loi dont vous venez de rappeler, la L0D, et que finalement cette dépénalisation risque d'être pénalisée enfin, à l'image de certains États, naturellement le Sénégal? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce, disons, un réceptacle pour la presse guinéenne aujourd'hui de pouvoir mettre sur table toutes les questions, toutes les problématiques qui assaillent le métier aujourd'hui et qu'enfin, qu'on puisse annoncer un nouveau départ pour la presse guinéenne? Oui, écoutez, d'abord, c'est ce que je disais. Concernant la révision prochaine de la loi 002 sur la liberté de la presse, en Guinée, la perspective, elle est claire. C'est faire la révision positive de cette loi. C'est-à-dire, je vous parlais tantôt de la dépénalisation partielle. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la dépénalisation totale. Des délits de presse. Mais à côté de cela, il faut aussi qu'on parle et qu'on situe dans ce document les responsabilités des journalistes qui doivent prendre à bras le corps dans l'exercice de leur métier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler vers un journalisme de développement, un journalisme centré sur l'évolution du pays, sur les acquis du pays, sur l'économie, sur les populations, pour essayer d'amener les populations vers le travail, essayer justement de donner la bonne information aux autorités, mais aussi aux populations, pour que notre pays puisse avancer. Et donc, si cet appel est lancé par les acteurs du monde des médias, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que l'initiative, c'est d'aller vers la pénalisation, la répénalisation des délits de presse. Loin s'en faut. Aujourd'hui, tout le monde, tous les acteurs s'accordent à dire que nous allons partir vers la révision. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un ministre en fonction alors, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'occurrence le ministre Charles White, qui avait appelé les associations de presse pour leur dire attention, vous êtes aujourd'hui content de cette loi 002, mais elle a beaucoup de contraintes, effectivement, parce qu'il y a des renvois justement qui sont prévus dans cette loi qui peuvent aller jusqu'à là, jusqu'aux procédures pénales dans les délits, par exemple, de presse. Donc, il était important, dans un esprit bon enfant, dans un esprit de collaboration mutuelle, essayer avec des professionnels du domaine, justement des lois, mais aussi du domaine de la presse, qu'on s'asseye tout en ayant à l'esprit que nous avons un seul objectif, c'est celui de permettre d'avoir une presse guinéenne libre, indépendante surtout, mais aussi une presse responsable à tout point de vue. Et là, nous insistons là-dessus, parce que notre vocation n'est pas d'avoir une presse batte en guerre, mais une presse qui dénonce, mais qui dénonce dans la responsabilité, qui dénonce dans l'esprit, et justement d'attirer l'attention et de permettre d'avoir une meilleure solution. Donc le journalisme de solution, le JOSO. Le journalisme de solution, nous sommes en train d'aller vers ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez bien fait de me rappeler, que nous sommes en train aussi d'appeler les journalistes à aller vers la professionnalisation. Parce que la généralité, oui, c'est vrai, mais il est très difficile d'être pertinent dans la généralité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons avoir des journalistes spécialistes dans des domaines bien précis. Économie, finance, droit, ainsi de suite. Bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui fait que ce forum, certainement, est en train d'avoir lieu. Mais au-delà de ce forum, comme je l'ai dit, tout le monde devra se donner la main pour que nous puissions organiser très prochainement les États généraux que nous sommes en train d'appeler depuis maintenant près de 7 ans et qui n'ont pas encore eu. À vous entendre, ce forum s'avère comme étant une perspective vers un remède contre tous les maux aujourd'hui dont souffre, disons, la presse guinéenne. Mais est-ce que ce forum ne devrait pas être précédé d'abord par ces États généraux? Non. Vous savez, ce forum, comme je l'ai dit, ça doit être une espèce d'avant-couture. D'avant-couture parce que, comme vous l'avez dit, nous avons fait venir la RAC à travers la Haute Autorité de la Communication, des experts dans le monde de la presse de la sous-région. Donc ça va permettre d'avoir un élargissement de l'assiette de connaissances pour la gouvernance du monde de la presse dans ces différents pays. Nous allons nous servir de tout cela et avec l'expertise nationale qu'on a, et Dieu sait qu'il y en a, parce que la Guinée aussi a beaucoup à revendre. Parce que ces experts qui vont venir aujourd'hui ne viennent pas simplement pour nous donner, vont aussi venir pour apprendre. Vous avez par exemple l'expérience de la synergie ou dans la sous-région, la synergie organisée par exemple les radios et les télés à l'occasion des grands événements, des grands rendez-vous du pays.
cette synergie, cette initiative, la manière de son organisation, de Conakry jusqu'à Zéréfoulé, on a eu même des gens qui sont venus pour apprendre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous profiterons aussi pour vendre cette marque guinéenne qui est l'organisation des synergies. Et Dieu sait que ces énergies ont prouvé toute leur importance sur l'échiquier national. Donc aujourd'hui, cela va permettre ce forum justement d'aller vers ces états généraux, parce qu'une fois que nous sommes aux états généraux, les états généraux doivent être clôturés justement par un certain nombre de recommandations, des recommandations qui doivent normalement et obligatoirement être consenties dans un document qui va faire bréviaire à la loi qui gouverne le monde de la presse. Donc c'est la procédure qui doit être suivie. Brillant. Alors, parlons de recommandations. Vous êtes un acteur majeur de la presse guinéenne aujourd'hui et vous êtes président d'une association. Alors, quelles sont vos attentes de cette assise? Oui, c'est déjà vraiment un appel qui a été entendu, parce que vous vous souviendrez que le 3 mai dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale de la presse, dans la déclaration conjointe des associations professionnelles de médias en République de Guinée, lui à la Maison de la Presse, effectivement, dans cette déclaration, il y a eu des appels qui avaient été lancés, notamment d'aller vers l'ouverture d'un front permettant justement d'aller vers les États généraux. Je pense que c'est cet appel qui a été entendu par la haute autorité de la communication qui, il faut le rappeler, est l'instance quand même qui est en charge de la régulation interne de ce que nous faisons comme travail et qui est en même temps la croix de transmission entre nous, les professionnels de l'information et de la communication, et les usagers de la presse, qui sont les populations, le gouvernement, même le président. Donc, ouais, donc c'est pour dire que nous, c'est une fierté pour nous, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons aujourd'hui, parce que nous pensons que toutes les autorités qui vont être là aujourd'hui vont quand même entendre ce message de la presse et nous permettre justement d'aller vers l'organisation des États généraux qui doit être obligatoirement des activités qui doivent être accompagnées par l'État, par le gouvernement, parce que ça demande quand même des moyens pour justement faire venir sur le plan national mais aussi international toutes les expertises à l'effet justement d'aller vers le maximum que possible en termes de gouvernance du monde de la presse. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes Monsieur Aboubacar Camara, président de l'URTELGUI, président du conseil d'administration de la Maison de la Presse de Guinée. Oui, Ansou Baïlo Baldé, merci également pour ce décor. On va vous revenir tout au long de ce forum, en tout cas tout au long de cette émission. On va vous revenir pour en savoir davantage sur place. Merci d'être intervenu. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images, chef d'édition du journal télévisé ici à Kavi Média. Nous restons en Guinée pour dire que le pays brille à l'international. La Guinée a remporté le prestigieux concours de dictée Paul Gérin-Lajoie organisé au Canada de jeunes élèves guinéens qui se sont illustrés. Mamadou Dian décrochant les premières et troisièmes places. Une performance qui vient valoriser non seulement les efforts du système éducatif guinéen, mais aussi valoriser la Guinée en général. Aujourd'hui, Dian, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est réellement le concours PGL et quelle est sa portée à l'international? Abdallah, vous avez dit on va rester en Guinée, mais je crois qu'on va se déporter vers le Canada. Justement, voilà, pour rencontrer ces jeunes-là. En tout cas, c'est une fierté, Abdallah, tout le monde l'a vu. Et c'est ce qui a d'ailleurs circulé sur la toile hier et les médias internationaux en parlaient justement. Alors, pour répondre à votre question, le concours international pour le Gérin-Lajoie, plus connu sous le nom de la dictée PGL, c'est une initiative éducative majeure de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui est créée en 1977. Donc, nous sommes à la 34e édition aujourd'hui, justement. Alors, c'est un concours qui vise justement à promouvoir la maîtrise de la langue française, et la solidarité internationale et surtout l'engagement citoyen chez les jeunes. Alors, vous l'avez dit, ce 18 mai 2025, la Guinée s'est hissée haut à travers ses deux représentants. Il s'agit de Mohamed Traoré plutôt, excusez-moi, qui a remporté donc la première place dans sa catégorie, parce qu'il y a deux catégories, il faut le rappeler. Alors il y a Fatoumata Binta justement qui a suivi avec la troisième place à Abdallah. Oui, et il faut dire qu'aujourd'hui combien de pays participaient à cette compétition, combien de pays et combien d'élèves participent notamment à cette grande compétition, vous l'avez déjà rappelé. C'est une compétition internationale, voire même mondiale, comme on l'a dit.
Oui, donc il y a assez de personnes qui participent. À chaque année, il y a d'abord un concours qui s'effectue au niveau national, puis à l'international également. Mais il faut le rappeler, pour cette année, il y a eu 73 participants à ce concours-là. Donc les années précédentes, ça tournait également autour de 70 virgule. Il y a forcément des critères de sélection pour les participants. Oui, il y a des critères de sélection, Abdallah. Tout d'abord, le concours, comme je l'ai dit, s'effectue au niveau national d'abord, où il y a des élèves justement qui essaient de compétir. Parce qu'en Guinée, on parle de 140 000 élèves. Oui. Pour un départ, deux ont été retenus pour le concours finalement. Ah oui, ça a été un concours au niveau national d'abord et puis régional, et ça en est suivi donc au niveau international. Alors, pour justement les critères d'éligibilité, peut-être, il y aura d'abord des activités qui seront tenues en classe. Il y a déjà des écoles comme les écoles dont sont issus aujourd'hui nos jeunes prodiges qui introduisent des cours ou bien en tout cas des activités de pratique en classe permettront à ces élèves-là de se former et de se préparer pour justement cette dictée. Alors il y a également cette finale scolaire qui se tient après donc la compétition entre les établissements. Il y a une compétition, il y a une finale qui sera organisée au niveau national et pour aller donc au niveau international. Il faut le rappeler donc, Abdallah, c'est à partir de 2012 que la Guinée a participé pour sa première fois, et depuis lors la Guinée participe, mais c'est en cette 34e édition que la Guinée a vraiment brillé très haut. Mais il y a aussi des catégories en lice. Vous avez touché le point tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs catégories. La Guinée a quand même été première sur une catégorie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a 2 catégories, Abdallah. Normalement, en tout cas, il y a le grand qui concerne peut-être le niveau national, puisqu'il y a eu que des Canadiens qui ont remporté ce prix. Alors, cet autre prix est appelé le prix francophone également, qui regroupe en son sein les pays, notamment en Afrique de l'Ouest, les pays francophones en Afrique de l'Ouest, qu'on peut citer le Sénégal, il y a même le Mali qui avait participé, mais cette année non. Alors, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, le Maroc également. Donc il y a assez de pays qui ont participé. La Côte d'Ivoire qui a quand même fait beaucoup de mobilisation. On nous parle de 2 millions d'élèves qui ont quand même été mobilisés au niveau national. Au niveau national, oui. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, il y a même plus de 100 000 aujourd'hui Guinéens qui ont aussi participé à ce concours-là. Donc c'est pour dire que c'est un concours vraiment au niveau international qui est beaucoup suivi et qui a une grande portée, Abdallah, il faut le rappeler. Mais comment se déroule toute cette compétition? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur le plan national, il y a des auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent, qui se posent la question, comment demain ou après-demain, mon enfant, mon école peut participer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, l'association des écoles privées nous a donné quelques renseignements, quelques explications quant au déroulé de la sélection des candidats guinéens? Non, on n'a pas eu pour le moment des précisions. On tentait justement d'avoir quelqu'un de l'association, mais malheureusement, on n'a pas eu quelqu'un. Mais je crois que les jours et semaines à venir, on aura plus d'informations sur la procédure de sélection ici en République de Guinée. En quoi cette dictée est-elle différente, Mamadou Dian, d'un simple exercice scolaire qu'on fait dans les, qu'on fait dans les classes? Oui, c'est un exercice pratique, peut-être qui pourrait paraître aussi simple, mais ce n'est pas aussi cela parce qu'il y a des avantages, Abdallah. Et donc, ce concours permet non seulement de mobiliser des compétences linguistiques, donc l'élève. Ça permet à l'élève tout d'abord d'écouter, de comprendre et surtout de renforcer ses compétences, notamment linguistiques, ses compétences en grammaire et en vocabulaire également. Donc il y a assez d'avantages que l'élève peut développer. Alors elle développe aussi la citoyenneté et la solidarité parce que à chaque édition il y a des thèmes et des thématiques qui sont abordés aussi. Donc c'est en fonction de cela aussi que les dictées sont effectuées. Alors l'élève aussi apprend à réfléchir, Abdallah, parce que quand on dit dicter, justement quand on te demande d'épeler les mots, il y a la réflexion et donc ça permet à l'élève de travailler sur sa réflexion, en tout cas sur le cognitif, si on peut appeler ça comme ça. Oui, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, félicitations à la République de Guinée, à ses encadrants. Mais Dian, autre précision. Oui, justement, il faut donc revenir un peu sur l'historique ou sur la personne qui épaule, parce qu'on appelle seulement
justement la dictée de PGL, mais les gens ne savent réellement pas peut-être qui est Paul. Alors Paul, c'est un éducateur canadien. Il a été ministre de l'Éducation du Québec. Il a été d'ailleurs le premier ministre de l'Éducation du Québec moderne de 1964 à 1966. Il est à l'origine même de ce qu'on appelle la réforme du système éducatif québécois qui a donc révolutionné tranquillement le pays. Et il a rendu l'école gratuite, Abdallah, et a même obligé les gens à s'inscrire à l'école, mais jusqu'à partir de 16 ans. Donc à partir de 16 ans, vous n'êtes pas obligé, en tout cas, de continuer l'école, les études justement. Mais jusqu'à 16 ans, c'est une obligation. Et donc rendre également l'école gratuite du côté du Québec, donc c'est lui qui l'a fait. Alors quand on parle de sa fondation aussi, Abdallah, Paul Girin-Lajoie, qui est fondée, je le rappelais tantôt, en 1977, et la fondation est créée tout d'abord pour promouvoir l'éducation dans les pays francophones en développement, notamment en Afrique de l'Ouest ici. Alors, l'autre chose, la fondation est à l'origine de ce qu'on appelle la dictée, comme les gens l'appellent PGL. C'est un concours international qui vise aussi à sensibiliser pour un premier temps et également les jeunes et les appeler à la solidarité, à promouvoir également la langue française. Alors, Paul était un homme de culture. Il était donc un avocat de formation. Il a été aussi un homme engagé dans la coopération internationale et le développement durable dans son pays. Donc c'est un grand homme aujourd'hui qu'on est en train donc de célébrer. Un grand homme, il faut le rappeler. Et une bonne nouvelle pour la République de Guinée, pour son système éducatif en général. En tout cas, félicitations à tout le monde, à l'association des... Les encadrants surtout. Les encadrants surtout, l'association des écoles privées. Oui, et la Guinée en général, à travers la politique menée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous, on prend à présent la direction du CAD, où l'opposant Succès Masra, ancien Premier ministre et chef du parti Les Transformateurs, a été interpellé à son domicile. Vous le savez déjà, c'était vendredi. Il est accusé d'incitation à la haine après les violences meurtrières survenues en mars dans le sud du pays. Ses proches dénoncent une arrestation politique. Yaya Diallo. Oui, évidemment, je crois que jusqu'à un certain niveau, les uns des autres se posaient la question de quoi reproche-t-on à Succès Masra. La question a été posée à Dr Togui, que nous avons reçu ici dans cette émission le vendredi passé. Jusque-là, il n'était pas au courant de quoi reproche-t-on ou reprocherait-on jusqu'à ce jour-là de son leader, les transformateurs. Donc, finalement, le procureur en a communiqué là-dessus en indiquant effectivement qu'il y avait un audio qu'on attribuerait à Succès Masra dans lequel il appelait à la violence et à la haine ethnique. Et bien, finalement, je crois que c'est cet audio-là qui serait à l'origine de cette interpellation. Et finalement, les avocats, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, c'est une réaction contre une action entre l'État, les avocats, il en a une vingtaine, Succès Masra. Certains de ces avocats, justement, ont balayé des revers de la main d'un argument qu'ils considèrent assez léger, parce que pour eux, cet audio dont on parle date des années. De 2023. C'est des audios qui, justement, avaient amené Succès Masra, disons, à se réfugier aux États-Unis. Vous savez très bien qu'il y a eu un mandat d'arrêt qui a été justement prononcé contre lui au Tchad. Il s'est réfugié aux États-Unis. Beaucoup se posaient la question pourquoi il n'est pas allé se réfugier en France, connaissant très bien les liens qui existent entre le régime de N'Djamena et l'Élysée. Et finalement, il est allé de l'autre côté. Vous savez très bien que c'est les accords de Kinshasa dont nous parlions le vendredi passé qui ont mis fin à ces mandats d'arrêt. Et finalement, une amnistie en est suivie. Je crois que ce qui a prévalu justement de ce rapprochement entre Succès Masra et le régime justement de N'Djamena. Finalement, il rentre au pays. Une réconciliation temporaire a été obtenue entre lui et le régime d'Itno Fils. Il devient Premier ministre contre toute attente, il faut le rappeler encore une fois. Et je pense que même les transformateurs à l'interne, les voix se lèvent pour dire qu'on s'était tiré une balle dans les pieds et finalement nous n'avons nos yeux pour pleurer. Et je crois que beaucoup d'observateurs aussi avaient justement prévenu ce qui pourrait justement arriver au niveau du cadre entre la relation qui existe ou qui existait, puisqu'il faut le dire encore une fois, ce n'est plus cet amour qui existe, parce qu'il y en a eu d'ailleurs entre Succès Masra qui fut un opposant aussi très justement dur à l'égard de son
père qui est Idriss Déby, et finalement son fils vient, c'est les mêmes faits qui continuent. Et je crois que pour qui connaît encore les réalités sociopolitiques tchadiennes, on pouvait justement en être prudent et exprimer un certain nombre d'inquiétudes, comme l'a fait les transformateurs au niveau du Tchad. Parce que je rappelle l'histoire de Yaya Dillo, parce que les liens qui existent entre Yaya Dillo et la famille d'Idriss Déby, vous vous rappelez très bien, sa maman fut assassinée sous Déby père, qui serait sa tante par ailleurs. Ouais. Entre-temps, c'est Yaya Dillo qui a pu résister face au père, mais après, le père, il n'a pas pu avec le fils finalement, il en a plus. À ses dépens, je crois que c'était un assassinat. Il a été froidement assassiné, ce qui a révélé justement plusieurs sources. Et on connaît très bien effectivement le climat quelquefois très existentiel entre l'État et l'opposition et comment on conçoit justement cette coexistence entre une opposition et un pouvoir établi au Tchad. Donc je pense que il y a toutes ces choses-là qui se sont passées au niveau du Tchad. Et bien finalement, monsieur Masra, qui ici, il faut le dire, si cet audio, qu'il soit de 2021, de 2023 ou de 2025, si cet audio est avéré, je crois que c'est à la limite irresponsable de la part d'un acteur politique, qui qu'il soit, quel que soit son statut, de tenir ces discours, puisque de toute évidence, s'il y en a eu une amnistie au niveau du Tchad, je pense que c'est important de revenir là-dessus pour dire attention, il y en a déjà une amnistie et un accord en est suivi. Je pense que c'était largement suffisant pour ne pas qu'on en arrive à ce niveau-là. Ouais. Mais s'il est tenté que ces propos sont avérés, encore une fois, c'est assez dangereux pour les non-politiques dès sa trempe, parce que de toute évidence, ça a entraîné des morts. On parle de plus de 42 morts, composés essentiellement des enfants et des femmes. Donc ça veut dire tout simplement, c'est l'effet de son discours qu'on a considéré comme étant un discours à caractère ethniciste et qui a même appelé une partie de s'armer contre une autre partie. Je pense que ce sont des actes à la limite absolument répréhensibles. Je pense qu'il appartient aussi à la justice tchadienne d'être impartiale et de respecter les procédures qui sont établies. Je crois que c'est en cela que toute cette procédure-là peut connaître, disons, une attention, une légitimité, pourquoi pas connaître la moindre contestation, parce que là, il s'agit là de liens entre des opposants et d'un dirigeant qui, à un certain niveau, avait collaboré. Ce n'est plus le même amour. Nous avons suivi, au-delà de cet audio dont on reprocherait à Masra, nous l'avons suivi tout récemment, qui ne fait pas de gang quand il s'agit de dénoncer. Raison pour laquelle il faut encore retomber sur cette attaque. Le village de Mandakao a été attaqué mercredi 14 mai. Selon plusieurs sources, comme on l'a dit, des campements nomades et près de 80 cases ont été incendiées. Tu le rappelais tout à l'heure, plus de 40 morts de ce côté. C'est quand même la sortie. On a également suivi la sortie du ministre de la Communication tchadien, qui a quand même appelé à la retenue, rappelant également à ses acteurs politiques de penser à ces victimes. Est-ce qu'aujourd'hui le discours doit être là? Justement, c'est là où il doit être, c'est là où doit être le discours, d'autant plus que jusqu'à un certain niveau on parlait d'une destination inconnue. Désormais on nous apprend qu'il est en garde à vue au niveau de la coordination de la police nationale. C'est déjà une bonne nouvelle pour lui et pour son parti. Et finalement, je pense qu'on aboutira à la fin de cette ouverture judiciaire, cette information judiciaire qui est ouverte. Il y a eu quelques indices qui nous ont permis d'être situés dans l'ensemble. Jusque-là, même le procureur, pour un début, sa toute première communication, il n'avait pas précisé tous ces éléments. Finalement, il y a eu des évolutions. Nous osons croire que dans sous peu, un procès va être ouvert et dans lequel procès, toutes les parties auront la parole pour pouvoir justement se défendre. Et éventuellement, je crois que c'est le droit qui devrait ou qui doit à toute évidence prévaloir, parce que c'est en cela que justement la justice tchadienne pourra rassurer les uns et les autres. Encore une fois, pour nous qui connaissons et qui suivons de près l'histoire tchadienne, il ne faut pas discuter là aussi qu'on répète l'histoire. Il faut encore une fois appeler justement au calme et essayer de mettre la balle à terre de toutes les parties, il faut le rappeler, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, parce que de ce qu'on a connu du Tchad, on n'en a plus besoin, et je crois que cela y va avec l'intérêt du nouveau chef d'État qui est jeune, qui veut justement à son niveau aussi révolutionner un certain nombre de choses. Je pense que c'est dans la paix que tout cela pourra se jouer, et nous estimons que comme il y a eu les accords de Kinshasa, s'il le faut, pour ainsi dire,
il faut justement qu'il y ait de nouveaux accords pour que nous puissions trouver une solution à cette crise qui s'alise et qui risque justement de produire de lendemains absolument insouhaitables. Bien, en ligne depuis N'Djamena, Dr Togui, secrétaire général du parti Les Transformateurs. Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour à toute l'équipe et à vos téléspectateurs. Bien, que répondez-vous au sein des transformateurs, du parti Les Transformateurs, que répondez-vous aux accusations d'incitation à la haine évoquées par le procureur? Écoutez, merci beaucoup. J'ai suivi, ne serait-ce qu'en partie, l'analyse faite par mon prédécesseur et je voudrais revenir effectivement là-dessus. Allez-y. Vous savez, le président Masra ainsi que son parti sont engagés résolument pour que la justice et l'égalité règnent dans ce pays. Et donc c'est difficile d'imaginer des gens qui militent toute la journée, du matin au soir, qui engagent leur vie et tout, avec tous les risques que cela comporte, pour que la justice puisse s'établir dans ce pays, appeler une population à s'armer contre une autre. Ce n'est pas possible d'imaginer cela. Ce discours dont il est question, vous le retrouverez encore aujourd'hui sur la page officielle du président, en date du 23 mai 2023. Il suffit d'y aller, vous le retrouverez. Originellement, il était en français, donc accessible à tout le monde. Et, il porte ce fameux nom, d'ailleurs connu par tout le monde, où le président a appelé, il dit, aux armes citoyens. C'est d'ailleurs ce discours qui a été à l'origine de l'émission du mandat d'arrêt international contre le président Macron Succès quand il était en dehors du pays. Et à cela sont venus s'ajouter l'accord de Kinshasa, comme vous l'avez dit tantôt. Ensuite, une amnistie générale qui a été votée et qui a tout balayé en ce qui concerne le passé. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous ressorte un discours de 2023 pour dire que c'est ce discours-là qui a été à l'origine du massacre qui a eu lieu le 14 mai dans le sud du pays? Ça, c'est incompréhensible. Et ce discours, cette version Gambaye qui a été publiée et qui est disponible partout maintenant sur les réseaux, est bien différente de la version originale que vous trouverez aussi en Gambaye. Donc, c'est en fait quelque chose qui a été travaillé par l'intelligence artificielle. Mais qu'à cela n'en tienne, est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir sur tous les éléments qui ont été couverts par l'accord de Kinshasa et l'amnistie générale? Ou bien est-ce qu'on a juste sorti cet élément parce qu'on en avait besoin pour un but qu'on ne connaît pas encore? Donc, c'est là toute la question. Ça n'a aucun sens pour nous. Donc, ce discours est sorti de son contexte et il ne peut en aucun cas être incriminé pour ce que nous avons vécu, ces événements malheureux du 14 mai. Vous savez, depuis que Massa était encore dehors et jusqu'à ce qu'il revienne, il y a toujours eu des conflits intercommunautaires avec souvent beaucoup de morts, pas seulement au sud du pays, un peu partout dans le pays. On le retrouve à l'est, à l'ouest, au nord, au centre, de toutes parts. Et il y a toujours eu mort d'hommes. Est-ce que à chaque fois, c'est le président Massa qui est à l'origine de cela? Et sinon, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, aucune enquête ouverte n'a donné de conclusion, personne n'a été incriminé, et là, à peine 2 jours, on a conclu que c'est le président Massa qui est derrière ces ajustements qui ont permis aux autochtones de se réveiller. Voilà, et ce discours dit, appelle les gens à prendre les boucliers. Et il a précisé qu'avec un bouclier, tu ne vas pas pour tuer quelqu'un, mais c'est pour empêcher à quelqu'un de se tuer. Et c'est là dans un contexte bien particulier où il y avait eu une succession d'événements meurtriers dans la zone. Il a dit, prenez un bouclier pour empêcher qu'on vous tue.
Bien. Le bouclier n'est pas fait pour tuer. Bien, oui, Mohamed Ba. Avant vendredi, les partisans, disons, du parti, les transformateurs, avaient quand même crié un enlèvement après, disons, l'arrestation ou l'interpellation. Aujourd'hui, à vous entendre, c'est comme si la procédure qui est ouverte, selon vous, est irrégulière. Est-ce que vous vous attendez à ce que le droit soit dit dans cette affaire? Écoutez, c'est notre souhait que le droit soit dit. Sur quel élément est-ce que cette arrestation est basée? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle, puisque officiellement, il n'y a toujours pas eu de notification pour dire voilà ce que nous te reprochons. Il n'a pas été présenté à un juge d'instruction, donc on ne sait toujours pas. Les ministres sont intervenus sur le plateau de télé, de radio et tout, pour dire ce que vous connaissez, mais jusqu'à preuve contraire, officiellement, on ne sait toujours pas quelle est la raison de son arrestation, de son enlèvement, je pourrais dire. Parce qu'il ne lui a pas été servi un mandat d'arrêt et un mandat d'amener, rien du tout. Alors, même si aujourd'hui on sait où il est, on ne sait toujours pas pourquoi il est arrêté. Monsieur le secrétaire général, on le disait depuis le vendredi passé, effectivement, il y avait ce dont on reprochait à votre leader. Vous disiez de ne pas être au courant de quoi que ce soit. Les avocats, quand même, n'ont pas nié. Je vais parler de la défense de Succès Masra, que cet audio dont on parle, qu'il incriminerait en 2023, il y a eu justement ces propos qui ont été tenus. Qu'en dites-vous? Mais personne ne nie, puisque je vous dis que cela existe même aujourd'hui encore sur la page officielle du président, sur Facebook, sur YouTube. Vous allez trouver ces discours-là. Les versions originales sont toujours là. Sauf que ce discours a été travaillé, a été modifié par l'intelligence artificielle. Mais ça ne veut pas dire que le discours originel n'a pas existé. Il est là et le contenu, c'est ce que je vous ai dit. Le président a appelé les gens à prendre les boucliers pour se protéger, empêcher d'être tués. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est loin d'un message de paix non plus. Ouais. Oui, c'est ce qui est non plus un message de paix, hein? Bien sûr, un message de paix. Non. Un message de paix, ça a toujours été notre credo en réalité. Oui, mon ouais. étudiant. Donc, c'est difficile de prendre aujourd'hui ce discours et puis justifier un événement qui intervient plus de 2 années après, dire que voilà, c'est à cause de ce discours que cela a eu lieu. Alors, monsieur le secrétaire... Il y a des éléments, d'autres éléments dont je ne suis pas au courant. Alors, monsieur le secrétaire, est-ce qu'aujourd'hui vous criez à une manœuvre politique? C'est difficile de voir le contraire. Ce qui se passe, comme je le dis tantôt, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été ouvertes pour les événements passés. On n'a jamais vu les conclusions de ces enquêtes. Et curieusement, cette fois-ci, pendant que la délégation gouvernementale qui était allée sur le terrain pour voir ce qui se trouvait encore sur le terrain, un citoyen qui est paisiblement dormi chez lui ici à N'Djamena est enlevé tôt le matin. On dit que voilà, c'est lui qui est à l'origine. C'est quand même curieux, non? Vous ne trouvez pas ça? Bien. Monsieur le secrétaire, il y a quand même cette question qu'il ne faille pas écarter. On parle d'un village qui a été attaqué le 14 mai. Le 14 mai, c'était c'était mercredi. Le 14 mai, selon plusieurs sources, il faut le rappeler, on parle ici de blessés, de morts, mais on parle aussi de guerre intercommunautaire, de conflit intercommunautaire. Un conflit qui, selon les autorités tchadiennes, serait parti du message de votre leader. Aujourd'hui, concordance ou non, justice ou non, est-ce que dans le discours originel, on pouvait quand même sentir cette incitation à la haine? Non. Alors là, je suis catégorique là-dessus. Vous savez, le docteur Masra a toujours tenu ce genre de discours à l'endroit de tous les Tchadiens. Il n'a jamais incriminé une communauté particulière ou dressé une communauté contre une autre. Non, il défend le droit à la vie, le droit à la justice, le droit à l'égalité. Et ça, il le fait pour tout le monde, de manière non discriminatoire. Ça, je vous le dis clairement. Et si effectivement c'est le seul élément qui est retenu pour le garder à vue, j'attends qu'on nous montre les preuves de ce qui peut lier ces discours-là d'il y a 2 ans à ces événements qui se sont déroulés. Est-ce que vous pouvez prouver des événements malheureux? Est-ce que vous pouvez prouver, vous, au parti Les Transformateurs, qu'il y a eu véritablement l'IA qui a été utilisée? Un travail intelligentiel. Est-ce que vous pouvez le prouver, puisqu'on parle de justice? Aujourd'hui, avec
avec tous les instruments qui existent, c'est pas difficile de le faire. C'est très facile à le faire. Nous avons le discours original, nous avons la version qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Il y a des instruments qui permettent de détecter si quelque chose a été manipulé, si ça a été généré ou du moins retouché par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas très compliqué ça. Bien, oui, Yaya. Alors, est-ce que, monsieur le secrétaire général, puisqu'il y a la question des gens qui consistait à savoir si vous confirmez que ce sont des manières politiques qui seraient entretenues contre votre leader, vous l'avez répondu par l'affirmative. Est-ce qu'on peut savoir pour quelle fin ce manœuvre serait justement entretenu contre votre leader? Est-ce que pour l'amener justement à accepter éventuellement un deal politique comme ce fut le cas à son arrivée à la primature, ou tout simplement le faire taire? Écoutez, l'histoire récente de notre pays peut nous apprendre beaucoup de choses. D'abord, il y a eu ces retours qui n'étaient pas du goût de tout le monde, parce que vous voyez, les accords ont été négociés directement en haut, au sommet, que ce soit que du côté du gouvernement comme du côté des transformateurs, par le biais de leur président. Et la plupart de ceux qui s'agitent aujourd'hui n'étaient pas vraiment impliqués dans la chose, ils étaient mis devant le fait accompli, et cela est déjà source d'une certaine amertume. Alors justement, monsieur le secrétaire général, insistons là-dessus, parce que vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites que les choses se sont passées au plus haut niveau. Vous avez cité le gouvernement, mais aussi votre leader. Est-ce qu'on peut dire que préalablement, cette information n'avait pas filtré au niveau des transformateurs, et peu de cadres de votre parti étaient au courant de ce qui s'est tramé au sommet de l'État? Je n'ai pas parlé de des cadres de notre parti. Vous avez suivi le discours peut-être du président Ouattara le 29 avril lors de la célébration de notre 7e anniversaire, qui a parlé d'un accord Toumaï où il s'est adressé directement au président de la République. La réaction a été que la classe politique du président de la République est montée au créneau pour dénoncer quelque chose dont elle n'était même pas au courant. Le président Ouattara a parlé d'un accord Toumaï. Et ceux qui sont montés au créneau ont fait référence à l'accord de Kinshasa, qui sont deux choses totalement différentes. Vous voyez? Et il sait pourquoi il s'est adressé directement au président de la République plutôt que de s'adresser à ceux qui sont tout autour. Parce que cet accord Toumaï dont il parle, il y a lui, il y a le président qui connaissent le contenu. Alors, c'est que ça veut dire, ça, il l'a dit publiquement et ce discours est disponible aujourd'hui. Alors, vous voulez dire que de cet accord-là, vous, personnellement, en tant que secrétaire général des transformateurs, vous n'en savez absolument rien de son contenu? Écoutez, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel est le contenu de cet accord. Ceux qui sont concernés, les principaux acteurs, donc le président Matra Fixé, le président Mahamat, sont au courant, ils connaissent le contenu et je crois que c'est le plus important. Bien, ce qui est... Moi, je connais ou pas, ça n'a pas beaucoup d'implications. Alors, vous ne pouvez pas défendre non plus ou dénoncer quelque chose que vous ne connaissez pas? Je ne pense pas qu'on est en train de parler de la même chose ici. Mais c'est lié quand même, parce que vous êtes prévenu là-dessus. C'est une suite logique, monsieur le secrétaire général. Non, je ne parle pas, je ne pense pas qu'on soit en train de parler de la même chose ici. Vous avez demandé si il y a des manipulations politiques derrière cela. J'ai dit que c'est difficile de ne pas y voir des manipulations politiques quand vous observez la scène politique tchadienne et les événements qui se sont déroulés récemment. Que ce soit les déclarations du président, que ce soit les sorties du parti du président, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose. On parle des accords, mais le secrétaire général du parti MPS est allé jusqu'à dire, par exemple, qu'on a plusieurs fois demandé... Un problème de connexion sans doute. Docteur Togui, qui est secrétaire général du parti Les Transformateurs, qui intervenait chez nous par rapport à cette actualité au cas de Success Masra, qui est accusé d'incitation à la haine par les autorités tchadiennes. Oui, docteur, allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que le docteur est au bout du fil? Vous nous recevez?
Oui, je vous écoute. Allez-y, vous étiez en train de répondre à la question de Yaya. Oui, donc je disais en fait que le ton, par exemple, du communiqué diffusé par le MPS après le discours du 29 avril, où le secrétaire général du MPS reprochait au président de ne pas vouloir prendre la main qui est tendue. On lui a fait des offres de place au niveau du gouvernement qui refuse parce que il veut plutôt la primature et tout. Oui, il y a ces malaises là qui est là, malgré notre disponibilité au dialogue que nous avons déclaré depuis le jour des élections de 2024, où nous disons que nous sommes dans la salle de dialogue, malgré que nous n'étions pas d'accord avec l'ordre d'arrivée des résultats, nous étions disposés à dialoguer. Et donc, vous voyez que nous sommes un peu comme les empêcheurs de gouverner en rond. D'accord. On connaît déjà votre position. Oui, docteur, en tout cas, merci d'être intervenu chez nous. Nous sommes pris par le temps. Nous devons aller avec les obligations commerciales. Merci, docteur. Nous suivons de très près l'actualité de ce côté. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Les Transformateurs, dirigé par Success Masra. Merci d'être intervenu chez nous. Merci à vous. La pause derrière, on poursuit ce débat et cette fois, nous prendrons la direction des États-Unis pour parler de cette trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis. À tout de suite. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. CIAC, votre partenaire d'excellence en gestion et développement. Nous sommes plus que des consultants, nous sommes votre allié stratégique à chaque étape de croissance. Des études de faisabilité de vos projets aux évaluations d'impact environnemental et social, nous fournissons des informations qui favorisent un succès durable. Nos stratégies sur mesure aident les entreprises, grandes et petites, à optimiser leurs ressources et à accélérer leurs résultats. Grâce à des programmes de formation spécialisés, nous permettons à vos équipes de diriger en toute confiance en développant des compétences essentielles comme la gestion de projet et l'intelligence émotionnelle. Quel que soit votre secteur, industrie, mine,
Commerce, BTP, CIAC est là pour transformer votre vision en résultats mesurables. CIAC, votre partenaire de confiance pour une réussite durable. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. Jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sûr, la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur les différents bouquets, sur nos différents réseaux sociaux. Dans le monde, après des mois de tension, la Chine et les États-Unis annoncent une trêve commerciale de 90 jours. Une accalmie, certes saluée par les marchés financiers, mais aux enjeux multiples. Yaya Diallo. Justement, aux enjeux multiples, nous savons très bien qu'on l'a dit la semaine passée, nous avions échangé autour de cette question et je crois que à l'analyse des discours tenus par la Chine mais aussi les États-Unis ayant abouti à ces accords temporels, il faut le rappeler, une trêve temporaire de 3 mois, c'est beaucoup déjà, autant pour les deux parties de se remettre en cause, il faut le dire, et finalement trouver le juste milieu. De par l'histoire, je crois que c'est ce qui a amené déjà Donald Trump de justifier ces augmentations vertigineuses du droit de douane à l'égard de la Chine, mais aussi à l'égard du monde entier. C'est parce que, tout simplement, pour les États-Unis, nous en importons beaucoup plus que nous exportons. Et si c'est le cas, il faut qu'on essaie de revoir les taxes pour essayer de combler ce qu'on appelait par ailleurs le déficit commercial pour les États-Unis. Finalement, ce qui fut fait, on a commencé à 20%, 45%, 125%, 145%. Et finalement, la réciprocité, justement, c'est intervenir entre les deux camps. Et finalement, on est allé jusqu'à dire, parce que ça aussi, c'est une conception de certains observateurs qui parlent d'une guerre commerciale. On n'en est pas arrivé là. Je crois que tous les signaux ne sont pas là pour qu'on puisse parler d'une guerre commerciale, mais les prémices quand même se préparer, ce qui a amené beaucoup d'observateurs justement de parler de tout cela. Bien, ce qui est bien compris. Maintenant, que faut-il retenir? Quelles conséquences pour les économies africaines? Au bout du fil, M. Abdourahmane Diallo, qui est stratège en géoéconomie et géopolitique, actuellement basé à New York, Wall Street précisément, où il occupe un poste stratégique chez Morgan Stanley. Il est économiste et diplomate. On va en tout cas essayer de le joindre à l'instant même pour ces analyses. Diallo, vous voulez placer quelque chose rapidement? Juste parce qu'il faut classer ce qui est Abdallah aujourd'hui. De toutes les parties des informations que nous avons reçues à travers justement nos recherches, on s'est rendu compte que ce soit au niveau du yuan, la monnaie chinoise, que ce soit le dollar, il y a eu quand même des coûts que ces deux monnaies ont dû prendre de par cette, cette crise commerciale entre les deux États. Et finalement, vous savez très bien que ce sont les deux géants
quand de telles décisions se prennent, que l'impact va au-delà de ceux des États, ce sont les alliés, ce sont des partenaires, ce sont justement quelquefois des coopérations qui sont liées directement par ces deux États-là, qui en subissent, et nous n'en avons connu en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Ben, c'est pourquoi on pose cette question. Quel enjeu pour l'économie mondiale? Pour répondre à cette interrogation, au bout du fil, M. Abdourahmane Diallo, je l'annonçais tantôt, il est stratège en géoéconomie et géopolitique, actuellement basé à New York, Wall Street précisément, où il occupe un poste stratégique chez Morgan Stanley. Il est économiste et diplomate. Bonjour M. Diallo, bienvenue dans le scanner de Kavi Média. Ouais, bonjour, comment allez-vous? Très bien, nous allons très bien. Merci d'accepter notre invitation. Première question, que signifie concrètement pour vous cette trêve commerciale annoncée entre la Chine et les États-Unis? Merci pour l'invitation et je dis bonjour ici à vos auditeurs et auditrices. Et la trêve du 14 mai 2025 constitue une suspension partielle mais significative des hostilités tarifaires entre les deux premières puissances économiques mondiales. Pendant 90 jours, les États-Unis et la Chine gèrent la majorité des surtaxes instaurées depuis le début de l'année. Ce qui représente une réduction immédiate des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de change. Les taux les plus punitifs qui allaient jusqu'à là à 145% côté américain sont temporairement ramenés à 30%, tandis que la Chine limite ses contre-mesures à 10%, qui allaient jusque-là à 125%. Ce geste n'annule pas les différents fondamentaux, mais il vise à restaurer un minimum de fluidité commerciale et à désamorcer les tensions sur les marchés mondiaux. En clair, il s'agit d'un cessez-le-feu tarifaire tactique, non stratégique et non d'un accord paix économique. Alors, justement, parlant de cet accord temporaire, Abdourahmane, dites-nous quels sont les secteurs qui sont concernés principalement. En général, plusieurs secteurs sont concernés. En général, plusieurs secteurs sont concernés. Et ici, cette trêve touche presque tous les grands secteurs du commerce sino-américain, mais certains en bénéficient particulièrement. La technologie, les restrictions sur l'exportation des puces avancées sont temporairement levées du côté américain, ce qui soulage l'industrie chinoise de l'artificielle intelligence. Pékin, en échange, libère l'accès à certaines terres rares, essentiellement contrôlées et aussi qui sont utilisées dans l'électronique. Et aussi, il y a ici le secteur aéronautique. La Chine autorise à nouveau ces compagnies à acheter des avions Boeing. Ce qui était là, la Chine avait utilisé ça aussi comme un des leviers. C'est un souffle pour l'industrie aérienne américaine. Aussi, dans le secteur de l'agriculture, les surtaxes sur la viande ou le maïs sont suspendues. Cela permet aux agriculteurs américains de retrouver un marché chinois qui pesait lourdement sur les revenus de ces derniers mois. Et enfin, nous avons bien sûr les biens manufacturés, des voitures, des textiles. La baisse des droits de douane permet ici de relancer des échanges massivement ralentis. En revanche, les secteurs stratégiques comme l'acier ou l'aluminium ou des secteurs qui sont considérés comme très sensitive encore protégée. Autrement dit, la trêve allège les tensions sur les produits les plus exposés sans toucher aux industries jugées vitales. Bien, oui, Mamadou Dian. Alors, Monsieur Abdourahmane, pourquoi c'est maintenant que cette trêve intervient et quels sont les enjeux politiques qui sont justement derrière? La trêve du 14 mai, ici, elle intervient à un moment critique pour les deux pays. Aux États-Unis, l'administration Trump faisait face à une montée de l'inflation, des critiques des grandes entreprises, une pression croissante à l'approche des élections. Des géants d'entreprises comme Walmart ont tiré la sonnette d'alarme sur le risque de pénurie et les ménages commençaient à ressentir les effets directs des hausses de prix. Il y a même une étude qui dit que les ménages américains allaient subir à peu près $3,000 par personne conséquence de ces tarifs. Et aussi en Chine, la situation est également tendue. Les exportateurs souffraient, puisque la Chine jusqu'à présent est
un problème de liaison. On va essayer de joindre à nouveau Abdourahmane Diallo qui intervient sur ce sujet de trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis. Quel enjeu pour l'économie mondiale? Oui, cette question que posait Guillaume tout à l'heure. Pourquoi cette trêve intervient-elle maintenant? Oui, Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Vous étiez sur la Chine. Alors, oui, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Oui, en Chine, le ralentissement de la demande intérieure, les difficultés ici des exportateurs et la volonté d'éviter un isolement diplomatique ont également pesé dans la balance. Pékin préfère préserver un accès stable au marché américain et projeter une image de puissance responsable. Cette trêve est donc un compromis pragmatique dicté par la nécessité de stabiliser les économies avant de potentiels affrontements peut-être plus larges. Mais aussi, Washington aussi veut se concentrer sur d'autres grands dossiers. Nous avons ici la Russie, nous avons l'Iran, et donc je crois que c'est une convergence économique et politique qui vient de deux côtés. Des deux côtés. Maintenant, on parle d'enjeux politiques derrière. Oui, c'était la deuxième question de Guillaume. Oui. Reprenez, s'il vous plaît. Il posait la question, quels sont les enjeux politiques derrière? Juste, oui. Ou géopolitiques, il faut le dire comme ça, parce que c'est des géants qui s'affrontent d'ailleurs. Oui, comme je dis, d'ailleurs, il y a les enjeux géopolitiques, politiques. D'abord, à l'interne, aux États-Unis, nous avons des élections qui vont venir bientôt, donc Trump ne veut pas la masse américaine, comme je vous ai dit, il y avait l'inflation qui était là, il y avait la projection que une récession allait tomber aussi, les ménages avaient commencé à sentir, et donc Trump ne veut pas que les élections arrivent dans ce état. Ça, c'est des politiques internes, mais aussi au niveau de géopolitique. Maintenant, Trump veut essayer aussi de se focaliser un peu sur le dossier la Russie, l'Iran, vous l'avez vu dans ces jours-ci ici, au Saoudi, aux Émirats. Donc, il veut aussi avoir cette paix avec la Chine avant aussi de se concentrer sur d'autres comment dirais-je, dossiers. Au côté de Pékin, vous savez, Pékin aussi veut élargir ses influences. Pékin même a donné quelque chose de valeur de 8 milliards de dollars de prêts aux pays latino-américains pour toujours essayer de compétir avec les États-Unis latins. Mais aussi, il y a le truc quinquennal qui va venir bientôt du côté de Pékin, leur stratégique, leur vision quinquennale. Donc, Xi Jinping aussi, le Parti communiste veut toujours maintenir la paix dans le pays. Donc, c'est des deux côtés. Il y a la politique interne qui est là, que tout le monde veut protéger l'économie de son pays, mais aussi le social. Mais aussi, il y a la géopolitique, que tout le monde aussi, surtout le Pékin ne veut pas être isolé. Parce que là, si la guerre perdure, les pays vont être poussés à choisir entre Pékin et les États-Unis, et donc Pékin ne veut pas suivre ces conséquences. Oui, Mohamed. Alors aujourd'hui, Donald Trump, l'homme connu quand même ou donné comme c'est quelqu'un qui quand même prend des décisions selon ses humeurs. Quelles peuvent être les garanties aujourd'hui pour que cette trêve quand même aboutisse à un résultat qui puisse arranger les deux pays? Soyons clairs, cette trêve est surtout un répit tactique, pas un tournant stratégique. Les États-Unis et la Chine ne règlent ici aucun désaccord de fond, aucun désaccord structurel. Il s'agit d'une pause de 90 jours, pas d'un changement de cap durable. Certes, les droits de douane les plus extrêmes sont suspendus, mais les sujets sensibles restent entiers. Subventions publiques chinoises, qui est l'un des problèmes. La Chine subventionne à hauteur de 300 milliards de dollars par an. Donc, c'est que les Occidentaux, pas seulement les États-Unis, qui disent que ça, c'est inadmissible. Et transfert forcé de technologie de la part des Chinois. Vous savez, la Chine oblige, on accuse la Chine à obliger les compagnies occidentaux au transfert de technologie et forcé, barrières tarifaires, etc. Et donc, rien de ces sujets n'a été résolu. Et la méfiance reste palpable. Washington maintient un tarif de base de 10% qui s'ajoutait aux 20%, 30% des produits chinois, bien au-dessus de niveau d'avant-guerre.
Pékin n'a pas renoncé à son contrôle stratégique sur les terres rares. Vous savez, Pékin contrôle 80-90% des terres rares, donc elle contrôle tout ça. Derrière les souris diplomatiques, chaque pays continue à préparer une possible rupture. Diversification des chaînes d'approvisionnement, mécanismes bilatéraux de suivi et discours nationalistes prudents. La trêve est donc un zèle, pas une réconciliation. Elle vise à calmer les marchés, à éviter une récession, mais sans modifier la logique de confrontation économique. En somme, une pause utile, mais pas un tournant historique. Oui, Alors, et l'Afrique dans tout cela? Ouais, et l'Afrique dans tout cela, je pense que l'Afrique, elle est pas tellement impactée, mais aussi elle est au centre de ça. L'Afrique n'est pas, elle n'est pas au cœur de ce conflit, mais elle est sur la ligne arrière. Et les effets peuvent être significatifs. D'abord, la Chine est le premier partenaire commercial du continent. Un apaisement dans ses relations avec les États-Unis favorise sa stabilité économique. Donc sa capacité à acheter ici des produits africains comme du pétrole nigérian, du cuivre congolais ou du fer mauritanien. Donc les matières premières s'il y a la Chine, il y a la stabilité économique en Chine. Donc ça c'est les matières premières. Le prix déjà après l'accord, les prix ont augmenté. Et donc, ce qui favorise les pays africains qui exportent ces matières premières vers la Chine. Et donc, une Chine qui est là apaisée économiquement, c'est quelque chose qui est bon pour l'Afrique. On dit que la Chine va bien, beaucoup de pays africains exportateurs respirent mieux. Ensuite, côté américain, la trêve diminue la tentative de mesures unilatérales qui avait touché même les partenaires africains. Rappelons qu'en avril, certains pays comme le Lesotho ou l'Afrique du Sud avaient vu leur exportation frappée de droits de douane. Malgré l'AGOA, un accord qui a été signé en 2000 qui exonérait plus de 1800 produits africains subsahariens envers les États-Unis. Donc, cet accord-là était en danger. Mais donc, cette pause peut donc préserver ces privilèges commerciaux. Enfin, la trêve offre aux pays africains un espace pour diversifier leurs relations, sans pression, moins de tensions entre grandes puissances et plus de liberté pour choisir ses partenaires, pour attirer des investissements sans devoir choisir un camp. Bref, l'Afrique n'est pas spectatrice, passive, elle a beaucoup à gagner à ce que les grands s'entendent, même provisionnement. Donc, vous savez, entre ces deux grands géants économiques, l'Afrique allait être forcée de choisir l'un entre l'autre, mais ce trêve de 90 jours après ces risques. Bien, oui, Yaya. Justement, avant d'en arriver à la question principale, restons sur cet aspect qui me semble très important sur le continent africain. Vous l'avez rappelé, un certain nombre de bienfaits à ce que l'Afrique puisse se repositionner. Mais dites-nous comment, Abdraman, quand on sait que après ces droits de douane imposés par Donald Trump, nous avons vu un continent absolument amorphe vis-à-vis de certains continents qui, à la limite, n'a absolument rien dit parce que, à la limite, nous ne proposons rien. Ouais, c'est difficile. Hein? On subit pas seulement l'Afrique. Hein? Vous avez ici des pays comme l'Amérique du Sud, la Chine qui est là. Vous avez l'Europe qui est impuissant hein? Face à ces trucs. On a vu l'Europe impuissant. Donc, Trump a frappé tout le monde, les adversaires, les amis, les alliés. Donc, l'Afrique, elle n'est pas seule. Vous avez vu. L'Europe, elle est musclée. Mais elle réagit quand même. L'Europe réagit, l'Asie réagit, mais l'Afrique ne réagit pas. Positivement ou négativement? Oui, on subit, on observe. Et donc, je crois qu'on n'a pas de levier mécanisme en place pour le moment. Parce qu'il faut des institutions, il faut des structures, il faut ici des stratégies communes pour répondre à ces choses. Non seulement on n'a pas d'abord que des institutions solides au niveau africain, l'Union africaine, bien sûr qu'on a ce interprète africain qui est là et qui est mis sur place, mais vous savez, c'est juste le début, c'est très enfantin pour le moment, ce n'est pas
été à la maturité d'abord. Donc on n'a pas ces mécanismes, ces institutions comme l'Union européenne qui est là, et on n'a pas ces mécanismes, ces institutions pour répondre. Donc s'il y a des réponses, c'est peut-être un à un. On nous a vu un peu l'Afrique du Sud qui essayait ici de répondre avec des discours ou quelques actions, qui est là, qui est un peu isolé. Mais donc en tant qu'Africain, on n'a pas ces mécanismes ou ces institutions sur place pour le moment pour répondre solidement. Donc dans le futur, espérons qu'on aura ces institutions. Actuellement, on subit, on observe. Bien, maintenant, cette autre question, est-ce que cette trêve a des répercussions sur les marchés mondiaux? Vous avez cité quand même l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais est-ce qu'il y a une véritable répercussion sur les marchés mondiaux? Oui, bien sûr, avec la Chine et les États-Unis, les deux grandes puissances économiques mondiales. Donc, nous avons vu ici le marché de Paris, de CAC 40, ici le Bourse de Pékin, de New York, S&P 500, qui ont réagi positivement. Et rappelons, dans les semaines passées, les marchés ont beaucoup subi dans ces conflits. Donc, après le 14 mai, ici, les marchés avaient anticipé ici cet accord. Et donc, les marchés ont répondu positivement. Et donc, ça vient positif dans les marchés. Mais aussi, il y a du prudence parce que les analystes du marché, ils savent que c'est quelque chose de temporaire, c'est une trêve temporaire. Bien sûr que peut-être c'était plus susceptible. Et ici, en mois d'août, ils vont prolonger cette trêve. Ce que je pense, ils vont prolonger cette trêve parce que 90 jours, c'est difficile à négocier ici et c'est trop peu de temps de négocier. Et donc, il faut plus de temps pour négocier quelque chose formel. Et donc, je pense que venant au mois d'août, ils vont prolonger. Mais les marchés ont réagi positivement. Et rappelons bien que les marchés avaient beaucoup souffert ces dernières semaines. Bien, ce qui est déjà bien noté. Maintenant, peut-être avant de vous laisser partir, faut-il craindre un retour des tensions une fois les 90 jours écoulés? Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez peur, 90 jours c'est juste, c'est difficile à négocier, mais est-ce qu'il faut craindre l'après 90 jours, l'après-trêve? Oui, ce risque est bien réel. La trêve ne règle aucun des grands désaccords structurels, comme je l'ai déjà mentionné. On a mis les surtaxes en pause, mais les contentieux restent. Propriété intellectuelle, accès au marché, subventions chinois massives, ce sont des sujets qui ne se règlent pas en 3 mois, comme je l'ai dit. Et Donald Trump a laissé entendre qu'en cas d'échec, il pourrait aller jusqu'à 60% des droits de douane sur les produits chinois. Il garde donc un levier de pression intact. Et de son côté, Pékin n'acceptera pas des concessions qui fragiliseraient son modèle économique et surtout l'image de Pékin. Pékin garde beaucoup sur l'image. Et la méfiance reste entière. De plus de 92 jours, c'est très court, comme je l'ai dit. Même un accord limité, type phase 1, comme ça s'est passé en 2019, pendant les négociations en 2019, qu'on rappelle ça, ça demande du temps. Le scénario des retours de surtaxe à l'automne est donc crédible. Certains analystes estiment même que les chances de reprise de tension sont plus fortes que celles d'un accord global. Mais il y a aussi un intérêt commun à éviter une rechute brutale. Les deux économies ont été secouées par cette guerre commerciale. Elles savent qu'un retour de l'escalade serait coûteux. Il est donc possible qu'elles prolongent la trêve ou signent un accord partiel pour gagner du temps, mais rien n'est garanti. La prudence reste de mise. Bien, la prudence reste de mise. En tout cas, merci Abdourahmane Diallo. Merci d'être intervenu chez nous. Je rappelle que vous êtes stratège en géoéconomie et géopolitique actuellement basé à New York, Wall Street, où vous occupez un poste stratégique chez Morgan Stanley. Merci pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci et à très vite sur Kavi Média et dans cette émission Le Scanner. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mamadou Diallo. Merci Abdallah, merci à tout le monde. Merci Mohamed Leba. Merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, à Mamadou Diallo, à Salimatou Sissé Baba, Koivogi Assanso, Melika Sita Oteik, à Michel Ouamounou, à tous et à tous, il faut le dire, sans oublier tous qui se battent dans l'ombre, l'infographie, les équipes en général. Merci pour votre fidélité, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul
et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.